Que se passerait-il si vous laissiez tomber un penny de l'Empire State Building? Pourrait-il tuer quelqu'un qui marche sur le trottoir en dessous? Que faut-il pour créer un projectile mortel? Je vais tester cela avec le Mythbuster original, Adam Savage. Il va monter dans un hélicoptère pour me lancer des pièces de monnaie. Personne n'a jamais entendu cette histoire. Quand vous en parlez, les gens sont comme « Oh oui, le penny de l'Empire State Building !» Et quand nous sommes allés à l'Empire State Building, chaque rebord en dessous de la plateforme d'observation était rempli de monnaie. J'adore l'idée de toutes ces personnes, ce ne sont pas des meurtriers, mais ils se disent « ce n'est probablement pas vrai ». Ils jettent des pennies par-dessus bord en pensant que ce n'est probablement pas vrai. Un penny pèse environ 2,5 grammes, ce qui représente environ la moitié à un quart du poids d'une balle. Si vous ignorez la résistance de l'air, un penny lâché du haut de l'Empire State Building, qui mesure 443 mètres jusqu'au sommet, accélérerait à plus de 300 km/h au moment où il touche le sol, c'est environ la moitié de la vitesse d'une balle typique. Les Mythbusters ont créé des machines pour se lancer des pennies? Stephen Colbert m'en a tiré quelques coups dans les fesses. Comment cela s'est-il passé? C'est comme si un lanceur de baseball vous lançait violemment une pièce de monnaie. Ouais. Ça va piquer. Le test ultime, lâcher des centimes depuis la hauteur de l'Empire State Building sur quelqu'un en dessous. Et c'est ce que nous allons faire ici avec Adam. Ce serait génial de le voir rebondir sur ton corps. Ouais. Je dis cela en pensant que jusqu'à présent, ça a toujours été mon corps. D'abord, je vais laisser tomber les pièces. On verra où elles vont atterrir. Tu vas marcher jusque-là, j'en lancerai une deuxième. Ça te va? Ouais. Et ensuite, tu es prêt pour le largage complet. Ouais. Je vais passer sous un hélicoptère où Adam Savage va me lâcher une tonne de centimes. Qu'est-ce qu'on fait même? Je sais que j'ai accepté de le faire, et je ne pensais pas me blesser. Mais en sortant, sous l'hélicoptère, j'ai commencé à me dire que personne ne l'avait réellement fait avant. Nous avions prévu que des centimes tomberaient dans l'air stable, mais l'hélicoptère crée un énorme courant d'air descendant pour supporter son poids. Et 3, 2, 1. Oh merde. Je les entends atterrir autour de moi. Je commence à imaginer des pièces de monnaie s'enfonçant dans mes épaules. Vous pouvez voir à quel point mon corps semble tendu. Ah! Une pièce a frappé mon casque. Et 3, 2, 1. Ah! Ça a touché mon épaule. C'est vraiment bien. Et 3, 2, 1. Elles ressemblent à de petites balles. Je sens que je vais avoir plein de bleu après ça. Oh là là. D'accord. Malon, je me lance. C'est parti, on lance tout à 3, 2, 1. Voilà! Un centime tombé de l'Empire State Building ne va pas faire mal. Je veux dire, ça fait un peu mal, mais pas beaucoup. Vous allez bien vous en sortir. C'était incroyable. J'ai aperçu des nuages de poussière tout autour de toi. Incroyable. Dis-moi comment c'était ici. J'étais terrifié en sortant. Le souffle du rotor était si fort. Je me suis demandé si nous avions bien pris en compte ce souffle. Ça faisait mal de se faire frapper par des pièces tombant de si haut, mais ce n'était certainement pas mortel. Alors, pourquoi les pièces ne posent-elles pas plus de risques? La cause est la résistance de l'air. Et je vais laisser tomber les deux ici, et j'espère qu'elles toucheront le sol en même temps. Prenez l'expérience classique d'un marteau et d'une plume tombant en même temps sur la Lune. Dans le quasi-vide de la surface de la Lune, les deux objets accélèrent à la même vitesse en raison de la gravité de la Lune, et ils continuent tous les deux à accélérer lorsqu'ils touchent le sol en même temps.
Qu'en pensez-vous? Répétez l'expérience sur Terre. Et bien sûr, le marteau atterrit bien avant la plume. Si vous observez attentivement la plume, vous remarquerez qu'elle n'accélère pas en tombant. Pendant la plupart de son trajet, elle se déplace à vitesse constante appelée vitesse terminale. La vitesse terminale est atteinte quand la force gravitationnelle vers le bas égale la résistance de l'air vers le haut. Dans ce cas, quel objet, le marteau ou la plume, subit une plus grande force de résistance de l'air? Eh bien, je parie que la plupart des gens diraient la plume, car son mouvement est clairement affecté par la traînée. Mais la réponse est en fait le marteau. La résistance de l'air est proportionnelle au carré de la vitesse, et le marteau va beaucoup plus vite que la plume, donc il subit une force de résistance de l'air plus importante. Mais son poids est tellement plus grand que la traînée est négligeable en comparaison. Et c'est pourquoi le marteau continue d'accélérer tandis que la plume atteint rapidement sa vitesse terminale et reste à cette vitesse. Tout se résume au rapport entre le poids et la résistance de l'air. Chaque objet a sa propre vitesse terminale, la vitesse maximale qu'il atteindra en chute libre à travers l'air immobile, et je suis allé faire du parachutisme en salle pour vivre cela en direct. C'était tellement incroyable, c'était totalement fou. Les objets de même taille et de même forme subissent la même résistance de l'air, mais si l'un est plus lourd, ici j'ai deux balles identiques, mais celle-ci a de l'eau en plus, donc elle est plus lourde, alors elle a une vitesse terminale plus élevée, donc elle ne flotte pas à la même vitesse devant que l'objet plus léger. Inversement, certains objets sont très différents en taille et en forme, comme une personne et une balle de lacrosse. Évidemment, ils ont des poids très différents, mais ils subissent également des forces de résistance de l'air très différentes. L'élément clé est que le rapport de leur poids à la résistance de l'air est le même pour les deux corps, ce qui signifie qu'ils ont la même vitesse terminale et qu'ils flotteront tous les deux ensemble dans le tunnel. Si vous transportiez le parachutiste et la balle de lacrosse dans la stratosphère, ils continueraient à tomber ensemble, mais leur vitesse terminale commune serait beaucoup plus rapide. En 2012, Felix Baumgartner a sauté d'un ballon d'hélium à 39 km au-dessus du niveau de la mer. Après seulement 40 secondes de chute libre, il a atteint une vitesse terminale de plus de 1300 km/h. C'était 25% plus rapide que la vitesse du son, faisant de lui la première personne à franchir le mur du son en dehors d'un véhicule. Ce qui lui a permis de faire cela était le manque d'air à cette altitude. La résistance de l'air est directement proportionnelle à la densité de l'air que vous traversez, et à cette altitude, l'air est 60 fois moins dense qu'au niveau de la mer. Alors qu'il continuait à tomber dans une atmosphère plus dense, la densité croissante de l'air réduisait sa vitesse terminale, et à 2,5 km au-dessus du niveau de la mer, il avait ralenti à 200 km/h, moment auquel il a ouvert son parachute. Maintenant, la pluie tombe également sur des kilomètres, mais à travers l'air plus épais de la troposphère. L'une des choses les plus cool dans la soufflerie était de voir l'eau flotter. Transportée par une carafe, elle se transforme rapidement en gouttelettes de la même taille que les gouttes de pluie, d'environ 0,5 à 4 mm de diamètre. Et en restant là, on peut vivre ce que serait de tomber avec des gouttes de pluie. Ils ont une faible vitesse terminale de seulement 25 km/h. Le vent a été réglé à cette vitesse pour cette démonstration. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les gouttes de pluie ne sont pas formées comme des gouttes de pluie de dessin animé. Elles sont plus proches de la forme sphérique, mais un peu plus plates en bas où elles rencontrent l'air qui arrive. Si une goutte de pluie devient trop grosse, elle s'aplatit, s'enfonce au milieu et ressemble brièvement à un petit parachute avant de se diviser en plus petites gouttelettes. Ainsi, les gouttes de pluie ne causent pas de dommages, mais la grêle, en revanche, est une toute autre histoire. Mon pare-brise s'est complètement fissuré à cause de la grêle. Chaque année aux États-Unis, la grêle blesse environ 20 personnes. Et depuis 2000, elle a causé 4 décès. C'est parce que la grêle peut atteindre des vitesses terminales de plus de 200 km/h. C'est environ 10 fois la vitesse terminale de la pluie.
Mais pourquoi sa vitesse terminale est-elle tellement plus élevée alors que la glace elle-même est légèrement moins dense que l'eau liquide? Le fait est que la grêle peut devenir beaucoup plus grosse qu'une goutte de pluie. Des grêlons ont été mesurés jusqu'à 20 cm de diamètre. Maintenant, la traînée est proportionnelle à la surface de section transversale, donc elle évolue avec le carré du rayon, tandis que le poids évolue avec le cube du rayon. Donc, plus un grêlon est gros, plus sa vitesse terminale est rapide. Il a également plus de masse, donc il transporte encore plus d'énergie cinétique et frappe plus fort lorsqu'il heurte quelque chose. Les pièces de monnaie atteignent leur vitesse maximale après une chute d'environ 15 mètres. Vous pouvez voir sur cette image, la vitesse moyenne des pièces de monnaie en haut de l'image est la même qu'en bas de l'image. Ils ne vont pas plus vite, ils ont atteint leur vitesse terminale. En résumé, que des pièces vous soient lancées d'une hauteur de 15, 300 ou 3000 mètres n'aurait aucune importance. La sensation serait la même parce qu'elles iraient à la même vitesse. En fait, nous n'avons pas pris l'hélicoptère jusqu'à la hauteur du Empire State Building. Parce que cela n'aurait pas du tout augmenté la vitesse des pièces et cela aurait juste rendu la cible beaucoup plus difficile à viser. À la fin, je lance pour tenir compte de ce courant d'air secondaire qui se déplace entre vous et l'hélicoptère, et donc les pièces font cette sorte d'arc de 12 pieds tout le long et puis reviennent. Une des raisons pour lesquelles il est si difficile de viser avec des pièces est qu'elles virevoltent et tombent en tournoyant. Ce comportement en tourbillon signifie que les pièces n'ont pas réellement une seule vitesse terminale. Une pièce a en fait 2 vitesses terminales et elle oscille entre elles. Elle en a une sur sa face et une autre sur son bord. J'ai une soufflerie qui peut te montrer exactement comment cela fonctionne. C'est vraiment magnifique. Je dois voir ça. Ouais, c'est vraiment génial. Alors allons-y. Adam a construit une soufflerie sur mesure pour en faire l'expérience lui-même. Alors je suis allé à San Francisco dans sa cave pour le vérifier. Cet appareil est comme mon histoire d'origine dans Mythbusters. Je suis tellement ravi de le rallumer à nouveau. C'est comme regarder un morceau d'histoire. Quel âge a cela? 19 ans maintenant. Il est assez vieux pour conduire et voter, mais pas pendant... Il y a des gens qui regardent cette vidéo, tu sais. Ouais. Nous sommes en vie quand nous faisons ça. À cause des trous qui permettent à l'air de s'échapper, cette soufflerie a un gradient de vitesse du vent allant d'environ 100 km/h en bas jusqu'à 25 km/h en haut. Cela crée un peu de contre-pression qui fait remonter les bâtonnets ici, et cette contre-pression est suffisamment relâchée par ces trous pour que la pièce tourne. Si une pièce a vraiment 2 vitesses terminales différentes, elle devrait osciller de haut en bas dans cette soufflerie en conséquence. Et voilà. C'est incroyable de le voir osciller, non? Je sais. Le fait qu'il monte et descend puis remonte à nouveau. Ouais. Oh, wow. C'était juste comme sur sa face plate. Il était juste là, comme ça. Quand, en 2003, j'ai laissé tomber la pièce par le haut et qu'elle est montée et redescendue, à chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai des frissons parce que je me rappelle de cette sensation de « Oh, wow ». Nous avons publié une vidéo dédiée sur la chaîne d'Adam qui détaille la soufflerie. Allez la voir ensuite. La raison pour laquelle les pièces ne sont pas dangereuses est que leur vitesse terminale maximale est d'environ 80 km/h. Ouais, non, ça ne va pas te faire mal. C'est démenti. D'accord. Désolé. Je pense que j'ai le droit de dire ça. Comme les vieilles habitudes. Mais quelque chose de plus aérodynamique aurait une vitesse terminale plus élevée et cela a conduit certains à suggérer que les stylos à billes tombant d'un gratte-ciel, comme l'Empire State Building, pourraient être mortels. Mais apparemment... Ouais, un stylo à billes. Est aussi dangereux qu'une pièce est censée l'être? Ouais. Comme si c'était vraiment censé être mortel? Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Ces stylos pèsent environ 2 fois plus qu'une pièce et ils ont une surface de section plus petite. D'accord, je vais commencer la première chute. Donc, cela augmentera le rapport entre le poids et la traînée, mais sera-t-il suffisant? Maintenant, comme je ne sais pas ce qui va se passer, je ne veux pas mettre mon corps en jeu. Nous utiliserons plutôt un mannequin en gel balistique. C'est pas. Et 3, 2, 1... Oh, c'est trop près! Recule encore! 3, 2, 1... Oh, tout près, tout près. Allons-y. 3, 2, 1...
presque. Ok, 3, 2, 1. Oh, presque. 3, 2, 1. D'accord, le dernier. 3, 2, 1. Oh, pas loin. Je ne comprends pas. C'est peut-être ça. Oui, nous sommes approchés. Lors de l'avant-dernière chute, nous n'avons pratiquement pas eu de vent de travers. Donc ils sont tombés parfaitement en bas et ont frappé juste en dessous de l'endroit où nous étions et ils étaient tous de travers. Si le mythe était vrai, je m'attendrais à voir cela partout. D'accord. C'est exact, c'est ce que je m'attendrais à voir et je n'en vois pas un seul et je n'en ai pas vu après que nous les ayons tous laissés tomber. Tu vas l'annoncer? Wow, je reviendrai pour dire que c'est faux. Les stylos ne sont pas dangereux en tombant de haut. Des stylos habillés sans capuchon. Ouais. Les stylos en métal fin pourraient encore être dangereux, mais ceux en plastique semblent avoir trop de traînée par rapport à leur poids pour atteindre une vitesse terminale élevée. L'une des choses curieuses à propos de la résistance de l'air est qu'elle dépend non seulement de la surface de section de l'objet, mais aussi de sa forme générale. Cette relation est exprimée par un nombre dimensionnel connu sous le nom de coefficient de traînée. Le coefficient de traînée concerne la manière dont l'air peut circuler autour d'un objet sans créer de tourbillon. Le mot balle vient du français boule, qui signifie balle. Donc une boulette est une petite balle, exactement ce qu'étaient les premières balles. Mais le coefficient de traînée d'une sphère est de 0,5, donc les gens ont modifié la forme pour réduire la traînée et finalement ils se sont arrêtés sur la forme moderne de la balle qui a un coefficient de traînée entre 0,1 et 0,3. Donc le coefficient de traînée est la raison pour laquelle une balle n'est plus une boulette. Alors, que se passerait-il si vous laissiez tomber une balle d'un gratte-ciel? Eh bien, pas ce à quoi on s'attendrait. Au lieu de tomber du côté pointu, une balle chuterait et finirait probablement par tomber sur le côté. Les cylindres ont tendance à tomber sur le côté quand ils en ont l'occasion. Vraiment? Mais un objet tombe en fonction de la résistance la plus élevée. Il choisit la résistance la plus élevée comme étant la plus stable. Pourquoi ne tombe-t-il pas dans la résistance la plus faible? Je sais, Cela semble intuitif. les balles, moi, si on les laisse tomber, vont créer des trous en forme de balles. Sur leur côté, une balle tirée droit vers le haut ralentit, alors que son énergie cinétique est transformée en énergie gravitationnelle et à son point le plus haut qui pourrait être jusqu'à 3 km de haut, elle s'arrête puis retombe. À ce moment-là, c'est comme si on laissait tomber une balle d'un très haut bâtiment. Lorsqu'elle commence à tomber, elle va tourner, et donc elle subit beaucoup plus de résistance de l'air que lorsqu'elle monte. Ainsi, elle ne va pas récupérer beaucoup d'énergie dépensée pour atteindre sa hauteur, ce qui signifie qu'une fois qu'elle touche le sol, elle sera beaucoup plus lente que lorsqu'elle a été tirée. Maintenant, si la balle n'est pas tirée complètement à la verticale, alors elle représente un danger beaucoup plus grand. Au sommet de sa trajectoire, seule la composante verticale de la vitesse est nulle. Elle garde sa vitesse horizontale, et cela, combiné à la rotation donnée à la balle par les rayures à l'intérieur du canon, lui permet de continuer à avancer avec l'extrémité pointue en avant. Ainsi, lorsque la balle retombe au sol, elle atteint une vitesse qui est une fraction significative de sa vitesse de lancement. À travers le monde, on compte des centaines de cas de personnes frappées et tuées par des balles tirées lors de fêtes. Maintenant, c'est accidentel, mais le concept de faire tomber des projectiles mortels sur des ennemis est presque aussi ancien que l'aviation. Pendant la Première Guerre mondiale, ces petits morceaux de métal étaient largués des avions et ils ressemblaient à des clous avec de petites plumes à l'arrière pour s'assurer qu'ils tombent droit. Ces objets, appelés fléchettes, pouvaient mesurer jusqu'à 15 cm de long. C'est génial. Je veux absolument fabriquer quelque chose qui tire ces choses. Et ces choses étaient de quelle taille? Environ de la taille d'une fléchette, un peu plus lourde qu'une fléchette de pub, et il y avait comme d'innombrables formes différentes. D'un point de vue militaire, les avantages étaient l'absence de besoin en explosifs, le faible coût de production et de déploiement à grande échelle. Ils pouvaient percer les casques, entraînant des pertes ennemies et des blessures graves. Ils ont trouvé des fléchettes qui avaient traversé un cavalier et son cheval. C'est fou. Mais j'adore aussi l'idée d'un gars dans un avion en toile et en bois à cockpit ouvert, lançant des poignées de fléchettes à l'extérieur. C'est comme l'idée de la guerre d'un enfant de 10 ans.
Je vais le frapper avec des fléchettes. Plus tard, les États-Unis ont créé des armes similaires appelées Lazy Dogs, qui étaient un peu plus lourdes et utilisées pendant les guerres de Corée et du Vietnam. Les dégâts qu'elles causaient étaient indiscriminés et imprévisibles, mais au moins, elles ne laissaient pas d'engins explosifs non explosés sur le terrain. Les armées continuent d'utiliser des projectiles cinétiques à ce jour, par exemple pour réaliser des frappes précises sur des leaders terroristes. Les objets tombants représentent également un danger dans la vie civile. Près de 700 Américains meurent chaque année en étant frappés par un objet tombant. Cela va des carreaux et des briques mal fixés aux outils de construction tombants, en passant par des pierres, des branches d'arbres et même des stalactites. La mort par stalactite est rare, mais en hiver 2014, les rues autour du One World Trade Center de New York ont été fermées en raison du danger causé par les stalactites suspendues au bâtiment. Alors, quels projectiles sont mortels et lesquels ne le sont pas? Honnêtement, beaucoup d'entre eux le sont. La limite inférieure de l'énergie pour fracturer un crâne humain est d'environ 68 joules. Tout ce qui dépasse cette énergie cinétique risque fortement d'être mortel. Une goutte de pluie à vitesse terminale, avec sa petite masse, ne délivrera que 2 millièmes de joule. Un penny tombant a environ 1/5 de joule. Mais une balle de baseball et le plus gros grêlon mesuré délivre plus de 80 joules. C'est largement suffisant pour fissurer votre crâne. En 2014, un homme est décédé après avoir été heurté par un ruban à mesurer, tombé de 50 étages, et cela ne prend en compte que les traumatismes crâniens. L'énergie d'une fléchette en chute ne peut pas fissurer votre crâne, mais elle peut exercer une force importante sur une petite surface. Donc oui, une pièce tombant de l'Empire State Building ne vous tuera pas. Un stylo, probablement pas non plus. Tout ce qui pèse quelques grammes et qui n'est pas aérodynamique ne sera pas fatal. Cependant, les objets de plus de quelques centaines de grammes à vitesse terminale peuvent être mortels.